Donc, dans cette section-ci, on va présenter une idée qui, dans ma perspective, devrait être débattue par une assemblée constitutionnelle. Et du même coup, on va un petit peu, de ce fait-là, présenter les limites de l'Assemblée citoyenne constitution telle qu'elle a été mise en place dans les circonstances actuelles. En ce sens que cette question-ci, qui est celle des droits politiques indirects des personnes mineures, c'est une question qui changerait quelque chose de fondamental à notre système politique, qui essentiellement donnerait, si on veut le limiter au droit politique le plus important actuel, qui est le droit de vote, donnerait un droit de vote indirect aux personnes mineures qui seraient exercées via leurs représentants légaux, donc via leurs parents. On va en venir à expliquer ce que je suis en train de dire, là, mais ou du moins les détails techniques de tout ça, puis la justification, puis l'histoire de cette idée-là. Mais essentiellement, c'est la grande idée. Donc, c'est de dire que les personnes mineures sont aussi des citoyens, ils ont aussi des intérêts politiques, ils ne sont pas représentés dans le système politique présentement, ils n'ont pas de droit de vote, on ne peut pas leur donner un droit de vote direct, et donc on leur octroierait un droit de vote indirect qui serait exercé par les personnes les plus aptes à représenter leurs intérêts politiques, qui sont leurs parents, aussi nommés dans la loi comme étant leurs représentants légaux. Il peut arriver qu'il y ait des personnes qui soient les représentants légaux des personnes mineures sans être leurs parents aussi. Ceci pour dire que cette question-ci, c'est une question qui s'est déjà posée en sciences politiques. C'est une question qui affecterait, qui donnerait un droit politique fondamental à 18 ou 20 de la population au Québec. Donc, ce n'est pas une question qu'on peut juste balayer du revers de la main. C'est une question qui aurait une grande importance, mais elle a une caractéristique qui n'est pas inintéressante de souligner ici, qui est que au Québec, à ma connaissance, et puis là, ma connaissance est limitée sur la question, mais je ne connais qu'une autre seule personne qui défende cette question-ci, qui était un prof à l'Université Laval. De mémoire, c'était M. Blais, mais je ne suis même pas certain, puis c'est pas très important. Puis c'était plus, de manière, je ne suis pas certain qu'il avait même énoncé une proposition très avancée, c'était plus le principe qu'il défendait. Mais c'est tout simplement pour illustrer que, de manière un peu imagée, qu'il y a peut-être plus que ça, mais au Québec, on serait peut-être deux personnes à défendre cette idée-là. Je ne sais pas d'ailleurs si cette personne-là aura pris la peine de venir présenter cette idée-là devant l'Assemblée constituante. Mais là, vous allez me dire, s'il y a juste deux personnes qui défendent l'idée, ça ne vaut pas la peine. Mais il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent une idée que cette question-là n'a pas un intérêt plus large pour la population. En l'occurrence, si on publicisait cette idée-là, puis on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient en leur présentant un peu une option réfléchie, je pense qu'on irait facilement chercher probablement une majorité, en fait, de la population québécoise. Ça dépend comment on la calcule. Là. Ça dépend si on ignore finalement les mineurs dans cette réflexion-là. Mais on irait au moins chercher une grande base qui serait les représentants légaux de ces personnes-là et sans doute d'autres personnes qui, par principe de justice, réaliseraient qu'il y a un problème majeur dans le fait qu'il n'y ait pas de représentation politique pour quasiment 20% de la population québécoise. Ceci pour dire que dans le cadre d'une assemblée constitutionnelle, l'assemblée constitutionnelle pourrait se dire oui, c'est pas vraiment débattu, il n'y a pas de mouvement social qui défend même cette idée-là, il y a quelques personnes seulement qui en parlent, mais on trouve ça intéressant. Ils peuvent donc un peu prendre cette idée-là et se mettre, peut-être financer certaines personnes pour qu'ils poursuivent des recherches sur la question puis qui leur présentent des options, qui leur présentent aussi un argumentaire qui étudie un peu l'histoire de cette question-là et tout ça. Mais bon, dans le cadre d'un groupe comme Constitution, puis là, on en renvoie un peu à l'idée qu'il y a des prémices parmi dans l'organisation de ce groupe-là. Il y a une prémisse conservatrice qui a été notée auparavant, qui est que le mandat est trop court, et donc ce type de question-là est évacué de facto parce qu'on ne peut pas en traiter de manière adéquate. Puis en plus, c'est pas une question qui peut faire consensus ou qui fait consensus du fait qu'elle est peu connue. Puis donc, tu sais, de tout de suite, on va l'éliminer comme ça sur la base un peu d'une prémisse
qu'un changement constitutionnel au Québec ou qu'une première constitution québécoise ne ferait rien de très nouveau. Hein? Puis là, il s'agirait de faire un changement qui serait très nouveau, puis donc on évacuerait la chose. Fait que, il y a comme il y a une prémisse un peu de ce qu'on pourrait appeler d'un conservatisme constitutionnel qui, là, dans ce cas-ci, est très manifeste. Hein? Pourtant, sur une question qui n'est pas non plus, disons, idéologiquement si marquée que ça. Hein? On va le voir, là, il y a certains camps qui pourraient se délimiter autour de la question, mais c'est quand même une question qui se pose et c'est une question de justice plutôt élémentaire, de justice politique. Donc, ceci étant dit, hein, peut-être que avant de rentrer dans le détail de la question, que je vais me permettre de vous raconter l'anecdote de l'apparition de cette question-là dans mon... ce sera une manière d'introduire là, dans ma propre pensée. Hein. Ça remonte à bien longtemps. Je ne peux même pas vous donner un nombre d'années exact, probablement une quinzaine d'années, hein, où j'étais impliqué dans le mouvement de la réforme du mode de scrutin au Québec. Et j'ai un de mes bons amis qui m'appelle à un moment donné puis qui me dit écoute, j'ai un problème. Puis là, je me dis, bon, c'est quoi ton problème? Mon ami s'appelle Alex. Fait que je me dis, c'est quoi ton problème, Alex? Puis je m'inquiétais un peu, tu sais. Puis il me dit, c'est pas normal que je viens d'avoir un enfant, comme tu le sais, hein? Puis que on a juste 2 droits de vote. On est 3 personnes chez nous. Fait que là, j'étais un petit peu soulagé de savoir que c'était un problème de cet ordre-là, puis que c'était pas un problème plus grave qui l'affectait. Et donc, à partir de là, j'ai dit, écoute, je peux pas rien dire, hein? J'ai jamais réfléchi à cette question-là, mais je vais fouillasser sur la chose, puis je te laisserai savoir un peu si je trouve quelque chose. Ou du moins, ça m'a poussé à fouiller sur la chose. J'ai sans doute pas dit ça sur le moment, là, mais l'idée m'est venue de regarder s'il y avait d'autres... si cette question-là avait déjà été abordée, parce qu'il évoquait quand même un point qui était évident. Hein. Puis ce point-là, c'est que si on prend sur la base des ménages, hein, supposons un ménage qui aurait un enfant, dans ce cas-là, ils sont 3 personnes, ils ont 2 droits de vote. Puis s'il y avait 2 enfants, ce serait 4 personnes, 2 droits de vote. S'il y avait 3 enfants, il serait 5 personnes, 2 droits de vote. Hein? Puis un autre ménage de l'autre côté qui aurait juste un couple qui a plus de fun dans la vie, hein? Qui sort plus puis qui fait plus le party, mais qui n'est pas en train d'élever des enfants, qui n'a pas la responsabilité des enfants, qui ne contribue pas à la société québécoise par ce biais-là. Pas que c'est le seul moyen, mais vous comprenez l'idée. Hein? Que ce couple-là de party-goers, là, il y aurait aussi 2 droits de vote. Hein? Et donc, on m'excusera un peu de les caricaturer de cette manière-là, mais l'idée, hein, c'est qu'il y a clairement un déséquilibre, hein, ne serait-ce que dans la perspective là, du parent. Hein, puis c'est cette perspective-là que mon ami me donnait, c'est pas exactement celle qui vous est présentée ici, mais indirectement, ça en vient à ça. Hein. Et donc, une des premières questions qu'on peut se poser, après avoir raconté l'anecdote de la question initiale, hein, j'ai réalisé par la suite qu'il y avait différentes propositions sur la question, puis j'en suis venu à proposer quelque chose qui, à mon avis, si vous me permettez d'être un peu prétentieux, là, fait plus sens que ce qui avait été proposé auparavant. Je vais me permettre de vous le dire tout de suite pour ne pas sonner trop baveux en disant ça, mais c'est que bon, il y a des personnes un peu plus raisonnées quand même qui avaient déjà eu une réflexion sensée sur la question. Hein. Mais quand je me suis mis à fouillasser là-dessus, hein, je me suis aperçu qu'il y avait... bon, il y a un mouvement qui demande une réduction du droit de vote à l'âge de 16 ans. Hein, ça a un impact négligeable, bien qu'intéressant pour ces personnes-là, hein, de 16 et 18, mais, qui ont 16 ou 17 ans. Mais bon, dans ce grand mouvement-là, il y a premièrement cette idée-là. Hein. Tu as ensuite des personnes qui demandaient... bon, là, c'était certains groupes américains de mémoire, hein, qui se disaient qu'on devrait attribuer un droit de vote direct à toutes les personnes dans notre société, peu importe leur âge. Ce qui veut dire qu'un enfant de 7 ans ou de 5 ans, ou même de 3 ans, pourrait aller au bureau de scrutin puis voter. Hein. Et ces personnes-là arguaient, je ne sais pas, je ne me rappelle pas des arguments, mais ce n'étaient pas des arguments très très forts pour dire qu'on devrait attribuer un droit de vote direct comme celui-là. Hein. Mais ensuite, il y a une autre école dans laquelle je m'inscris d'une certaine manière, hein, qui suggérait
qu'on mette en place un droit de vote indirect, et que les personnes les plus aptes à représenter les enfants, c'est leurs représentants légaux, leurs parents, et donc que c'est les parents qui devraient voter pour eux. Je m'inscris dans cette lignée-là, mais j'ai apporté quelques modifications substantielles à cette idée-là. Avant d'y venir, ça va figurer dans la partie plus technique de la présentation, il est important de se poser une question préalable. Ça, c'est un peu là, les questions qui ont été, les points de vue qui ont été mis de l'avant jusqu'à maintenant. Mais avant même d'en venir à ça, on a fait 2 questions à se poser. La première, c'est pourquoi est-ce que cette question-là, elle n'a pas été traitée auparavant, puis elle n'a pas été réglée auparavant. Il y a 2 réponses à cette question-là. La première, c'est qu'on n'a pas de débat constitutionnel réel dans nos sociétés. Des débats en profondeur, on les évite. Ou enfin, si on en a, c'est occasionnel, puis on n'en a pas de manière fréquente. Et la deuxième élément de réponse à cette question-là, c'est un élément de réponse qui est plus long, mais qui se résume à dire essentiellement que les personnes mineures n'ont pas pu organiser un mouvement social pour défendre leurs intérêts, du fait que c'est des personnes mineures puis qui sont dans une situation de développement mental, puis aussi de dépendance. Et là, ce deuxième élément-là, la version plus longue, c'est de dire que quand on a mis en place nos systèmes électoraux, nos systèmes politiques électoraux, on a donné le droit de vote. Les Américains ont donné le droit de vote à certaines personnes qui étaient propriétaires. Les Français avaient un droit de vote qu'on appelle censitaire, donc il fallait payer un petit montant, mais quand même pas nécessairement insignifiant, pour avoir le droit de vote. Et donc, en France, de mémoire, il y avait 1/7 de la population, soit masculine ou adulte, j'oublie, là, qui avait le droit de vote aux origines au moment de la Révolution française. 1/7, donc c'était pas beaucoup. Et aux États-Unis, j'ai pas le chiffre, mais c'était sans doute quelque chose du même ordre, où c'était une fraction qui avait le droit de vote. Et donc, dans un premier temps, on a commencé à étendre ce droit de vote-là chez les hommes, chez les personnes humaines masculines, et on a donc graduellement eu un droit de vote répandu pour tous les hommes, à l'exception de certaines catégories qui étaient plutôt mineures là, en termes d'importance sociétale, comme les criminels et les prisonniers, par exemple, qui vont peut-être le perdre ou qui l'avaient perdu à un certain moment. Il y a certains États où cette question-là n'est pas encore réglée, comme aux États-Unis, où il y a beaucoup de personnes incarcérées, mais qui n'ont pas le droit de vote. Puis il y a même des États qui leur empêchent d'avoir le droit de vote une fois plus longtemps que durant leur incarcération. Au Canada, on n'a pas ce problème-là, mais c'est un problème qui n'a pas encore été complètement réglé. Puis donc, il y a eu ce genre de mouvement-là. Puis évidemment, le deuxième grand mouvement après l'extension chez les hommes, donc les non-propriétaires puis les personnes qui ne payaient pas de cens, c'était, le cens étant ce montant qu'on payait pour pouvoir voter. Ce deuxième mouvement-là, c'est évidemment le mouvement des suffragettes, qui s'est dit, si les hommes ont le droit de vote, il n'y a pas de raison pour laquelle nous, on ne devrait pas avoir le droit de vote aussi. Et les femmes se sont donc organisées ont organisé un mouvement pour réclamer ce droit-là. Et éventuellement, ils l'ont quand même eu assez tard, mais éventuellement, ils l'ont eu tard dans ce sens que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on vit dans un régime où le droit de vote est universel plutôt pour les adultes. Et donc, la dernière phase de ça, la dernière phase logique, c'est d'octroyer un droit de vote indirect aux personnes mineures. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas encore été fait, c'est parce que, comme je le disais, les personnes mineures ne peuvent pas ne sont pas, disons, aptes, en guillemets, à organiser un mouvement pour le faire elles-mêmes. Peut-être qu'aujourd'hui, elles pourraient, d'une certaine manière, les plus vieux, mais il est plutôt clair que dans l'histoire, puis jusqu'à maintenant, ne sont pas dans des circonstances favorables pour le faire. Les seules personnes qui pourraient réfléchir à la chose, un peu comme mon ami, ce seraient leurs parents, qui pourraient se dire c'est pas normal qu'on n'ait pas un droit de vote, puis donc on va faire des organisations dans la société civile qui réclament ce droit de vote-là des politiciens, et il est absolument clair, à mon avis, que si ça se fait, que ces gens-là vont éventuellement avoir gain de cause, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments qui vont dans le sens contraire. Il faut dire que, en revanche, il y a eu une justification de l'octroi du droit de vote seulement aux personnes adultes.
Et dans cette justification-là, il y a aussi un obstacle dans l'argumentaire, dans l'argumentation, à l'octroi d'un droit de vote pour les personnes mineures. Et cette justification-là, c'est de dire que le droit de vote doit être exercé de manière libre et éclairée par les personnes qui se réclament de ce droit-là, qui exercent ce droit-là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne doit avoir toute sa tête et doit être capable de réfléchir à la question et que les personnes mineures n'étant pas capables de réfléchir à ces questions-là, ou du moins, on peut s'entendre que les enfants jusqu'à 12 ans, ils sont très probablement pas, puis qu'après ça, c'est peut-être questionnable, là, ça dépend des familles, ça dépend des personnes, puis ça dépend des générations même, ça change avec le temps, mais l'idée étant que les personnes mineures ne pouvant pas exercer un droit de vote éclairé, de manière éclairée, et même libre, c'est peut-être débattable en ce sens qu'ils sont dépendants d'autres personnes, puis ces autres personnes-là pourraient les inciter à aller dans un sens ou dans l'autre, mais qui ne peuvent pas contrôler la personne, une autre personne jusque dans le truc de scrutin où on vote en tant que tel, là. Mais pourrait quand même inciter à aller dans un sens, mais c'est surtout sur l'aspect éclairé. On considère qu'ils ne peuvent pas exercer un droit de vote éclairé, et donc on les prive de ce droit-là. Ce qui est un raisonnement absolument fallacieux, en ce sens que il y a nécessairement une alternative qui existe ici, qui est plutôt évidente une fois qu'on explique la question, qui est que si ces personnes-là ne peuvent pas exercer un droit de vote de manière libre et éclairée, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'avoir un droit de vote exercé par les personnes qui en ont la charge, qui en sont responsables, qui sont leurs représentants légaux et qui sont habituellement, dans la grande majorité des cas, leurs parents? Cette question-là, en fait, la raison pour laquelle on peut dire que cette argumentation-là, elle est fallacieuse, c'est qu'en fait, dans nos sociétés, l'exercice d'un droit de vote par les représentants légaux existe déjà pour une autre catégorie de personnes, qui sont les personnes qu'on considère mentalement incapables. Donc les personnes adultes mentalement incapables, et on va se dire à ce moment-là, il y a des personnes qui ont la charge de ces gens-là, qui sont leurs représentants légaux, et que c'est ces personnes-là qui exercent le droit de vote pour les personnes considérées incapables de cette manière-là. Et donc, si elles sont considérées incapables, les enfants ou les personnes mineures, vous m'excuserez, sont exactement dans la même situation d'un point de vue légal. Et donc, il n'y a pas de raison pour laquelle ce régime-là, d'un point de vue logique, là, ne puisse pas ou n'a pas encore été transféré du côté des personnes mineures. Ceci étant dit, là, j'essaie de... Ah oui, c'est ça, je voulais mentionner une autre chose. Ceci étant dit, il y a... comme je dis, il y a une difficulté dans l'organisation qui explique un peu ça. Et puis, dans l'argumentaire, on a mis en place cet argumentaire-là. Dans le cas qui nous occupe, il va falloir proposer un autre argumentaire ou justifier cette mesure-là d'une autre manière. C'est pas juste une question de finalité, c'est une question aussi de logique, puis d'expliquer un peu le point de vue de la mesure. Puis l'idée étant que, oui, si les personnes qu'on juge mentalement incapables ou incapables du fait de leur âge de ne pas pouvoir se représenter ne peuvent pas voter directement, il est en revanche inacceptable qu'il n'y ait pas de droit de vote, et la solution la meilleure à partir du moment où on admet, on reconnaît, on constate leur incapacité de voter, c'est de dire que leurs représentants légaux qui ont les intérêts de ces personnes-là le plus à cœur, doivent exercer ce vote-là ou ont la possibilité d'exercer ce droit-là en leur nom. Et donc, il faut autrement dit poser la question sous cet angle-là. On peut aussi l'expliquer un peu différemment. C'est dire qu'il y a 18 à 20% des personnes dans nos sociétés qui sont des personnes mineures, et que c'est des citoyens, ils ont des droits, ils ont des besoins et des intérêts, et que ne pas représenter ces intérêts-là constitue une chose beaucoup plus grave que d'avoir leurs représentants légaux qui exercent ce droit-là pour eux et qui, en l'occurrence, donc, font en sorte qu'on fasse une exception
au principe du droit de vote libre et éclairé. Autrement dit, le fait qu'il n'y ait pas de poids électoral est plus grave que le fait qu'ils ne puissent pas voter directement. Et ceci étant dit, il est quand même peut-être pas inapproprié d'une certaine manière d'expliquer c'est quoi les intérêts politiques des personnes mineures. C'est peut-être pas si évident que ça pour certaines personnes qui n'ont pas le temps de réfléchir à la question, mais certainement que si vous preniez le temps, vous seriez capable de tout de suite identifier certains éléments à l'intérieur de l'État ou certaines choses qui sont dans l'intérêt des personnes mineures. On peut regrouper ça sur plusieurs catégories. Il y a premièrement les services sociaux qui sont offerts, le plus important étant bien sûr l'éducation, et tous les enfants à partir de 5, 6, 7 ans et jusqu'à 16 ans, sinon plus, intègrent le système d'éducation, et donc ces personnes-là ont nécessairement, et leurs représentants légaux, intérêt à ce qu'il y ait une éducation qui soit la meilleure possible. Et si donc on avait un droit de vote universel, réellement universel, on aurait sans doute un système d'éducation qui fonctionnerait mieux et un financement qui serait meilleur. Il y a bien sûr tous les autres services sociaux qui gravitent autour de l'enfance, de l'adolescence. On peut penser à la santé des personnes mineures, donc des enfants et des adolescents. On peut penser à des choses comme les garderies, puis d'autres services sociaux qui accompagnent ceux-là pour des services un peu plus spécialisés, là, au niveau, on peut penser à des choses à l'intérieur de différents ministères ou différents types de services. Mais il est absolument clair, par exemple la santé, le système de santé, on va mettre beaucoup de sous en santé, mais du fait du vieillissement de la population québécoise, il y a comme un déplacement des sous vers les personnes plus âgées. Peut-être que, je ne sais pas si on constaterait à l'intérieur de ce système-là même un certain manque à l'intérieur du système pour les personnes plus jeunes. Mais il est possible que ce soit le cas. Ce qui est clair au Québec, du moins, c'est que entre la santé et l'éducation, l'accent important qu'on met sur le système de santé vient du fait que c'est dans l'intérêt de certaines personnes. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la négligence du système d'éducation vient, entre autres, du fait que les intérêts politiques des personnes mineures ne sont pas représentés. Il y a aussi une autre grande question qui est au-dessus de celle-là, en fait, qui est même une des questions qui a été à l'origine de l'idée de représentation indirecte des droits politiques des personnes mineures. Et cette question-là, c'est que on s'est aperçu, en faisant des analyses démographiques, que les mineurs constituaient peut-être la catégorie ou une des catégories les plus importantes parmi les personnes pauvres dans notre société. Et donc, les personnes qui ont fait ce constat-là se sont dit peut-être que c'est dû à ce fait-là et qu'il faudrait donc un moyen de corriger ça. Ce serait d'octroyer un droit de vote universel. Donc, en l'occurrence, d'octroyer un droit de vote indirect aux personnes mineures pour que leurs intérêts soient représentés et pour que les services de l'État aillent dans ce sens-là, notamment. Puis là, c'est quand même pas bénin comme question. Je suis en train de vous dire essentiellement, les sociétés, même occidentales, laissent un peu leurs enfants dans la pauvreté du fait de ce déséquilibre-là. Fait que, modifier ça, ça aurait quand même potentiellement un impact majeur sur nos sociétés. Et on sait bien que l'enfance, c'est important. Et bon, là, je ne veux pas jouer au psychologue, là, mais on sait bien que la situation dans laquelle on grandit a une incidence sur notre vie pour le reste de notre vie. Et c'est le moment formateur, comme on le sait bien. Il y a ensuite, parmi les intérêts politiques des personnes mineures, je suis encore dans ce thème-là, donc il y a la pauvreté, il y a l'éducation, et puis les autres services sociaux, dont la santé qui gravitent autour de l'éducation d'une certaine manière, tous les services spécialisés aussi qui s'adressent aux enfants. Et dans l'autre grande catégorie d'intérêts politiques, tu as toutes les questions qui portent plus sur le long terme. Et là, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit, mais il y en a peut-être d'autres, mais il y a deux grands exemples qui permettent d'illustrer ça. Le premier, c'est bien sûr l'environnement. C'est bien sûr la question écologique. Une personne, disons, de 70 ou 80 ans, elle a un intérêt moral à ce qu'on prenne soin de l'environnement. En revanche, elle a un intérêt immédiat
et puis à ce qu'on ait un système de santé qui subvienne à ses besoins à elle. Mais la personne mineure, elle, elle a un intérêt direct à ce qu'on prenne soin de l'environnement parce qu'elle va vivre dans cet environnement-là. Et elle a bien sûr intérêt aussi à ce qu'on prenne soin d'autres choses, là, mais sur la question environnementale, autrement dit, il va de soi que c'est une question qui, les actions qu'on prend aujourd'hui vont avoir un impact sur la génération qui s'en vient. Enfin, vous savez tout ça. Hein? Et puis donc, il va y avoir... et donc, c'est les personnes mineures qui vont écoper ou bénéficier des politiques qu'on prend aujourd'hui. Hein? Dans ce qu'on peut voir, dans ce qui se fait aujourd'hui, vont plutôt écoper des erreurs et de l'égoïsme de notre génération par rapport à ces personnes-là. Et donc, dans l'idée de comment on dit, pas de multigénérationnisme, mais de multigénérationniste, je ne sais pas comment dire le terme, mais dans l'idée de mettre en place des politiques qui respectent le droit des générations futures, hein, dans l'idée de génération future. Donc, il y a clairement ici là, un lien à faire, hein, que ces questions-là sont d'importance pour les générations futures, on l'a reconnu, hein, mais en donnant un droit, en l'occurrence, on peut parler du droit de vote ici, en donnant des droits politiques indirects aux mineurs maintenant, hein, on va s'assurer que les politiques aillent dans ce sens-là. Hein. L'autre grande question dans cette catégorie-là de questions à long terme, c'est la question de la dette publique. Hein. Et encore une fois, si une personne est, disons, un travailleur ou une travailleuse de 40, 50, 60 ans, ou une personne retraitée, hein, cette question-là se pose de manière quand même aiguë. Il y a un problème moral aussi de léguer une dette aux générations futures, puis personne ne veut que l'État soit endetté. Hein. Mais évidemment, pour le parent qui considère son enfant, puis pour la personne mineure elle-même, cette dette-là, c'est pas seulement un chiffre, hein, c'est aussi un problème dans son avenir à elle. Hein. Et donc, c'est dans son intérêt que cette dette-là soit payée. Et si il y avait, encore une fois, une représentation politique des personnes mineures, hein, il y aurait un accent plus grand qui serait mis sur éliminer cette aberration-là qui est la dette publique. Hein. On pourra y revenir par ailleurs, sur cette question-là en particulier. Mais, puis il y a sans doute d'autres questions à long terme aussi qui pourraient se poser un peu de la même manière. Hein. Mais donc, hein, je pense qu'on peut voir assez clairement que les personnes mineures ont des intérêts politiques distincts, hein, particuliers, et que de leur donner une représentation politique permettrait à ces intérêts-là d'être mieux représentés que ce qu'ils ne sont présentement. Là, ici, avant de continuer, il y a une distinction qui est importante à faire. Je suis en train de parler des droits politiques indirects des mineurs, hein, et en même temps du droit de vote, qui est un de ces droits-là. Et dans la partie qui va suivre cette présentation-ci, on va rentrer sur un mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour octroyer un droit de vote indirect aux personnes mineures. Hein. Mais ceci étant dit, à la fin de la présentation, ou des présentations plutôt, sur les droits politiques indirects des mineurs, on va revenir sur les autres droits politiques qui rentrent dans cette catégorie-ci. Autrement dit, hein, le droit de vote ici va être utilisé comme une porte d'entrée pour illustrer, hein, cette question-là. Mais on va voir qu'il y a d'autres droits qui sont parfois plus mineurs, mais qu'il y en a d'autres potentiels qui seraient très importants, hein, et qui auraient un impact important dans nos institutions politiques, notamment relativement au tirage au sort, et que donc il faut élargir la catégorie pour inclure tous les droits politiques et non pas seulement mettre le focus sur le droit de vote. Je pense que je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Dans la prochaine présentation, je vais rentrer dans la poutine technique de la chose. Hein? Donc, comment est-ce qu'on pourrait octroyer un droit de vote comme ça, puis discuter un peu des mécanismes à mettre en place et puis de comment cette chose-là fonctionnerait. Là, ce qui a été dit ici, c'est essentiellement, on a expliqué pourquoi cette question-là n'a pas encore été abordée, pourquoi cette question-là, ce serait quoi les intérêts politiques plutôt des mineurs, hein?
Et on a expliqué aussi qu'il y a un ensemble de droits politiques et que le droit de vote figure parmi ces droits-là, mais que ce n'est pas le droit exclusif, et on va revenir sur cette question-là plus tard. Donc, on s'en tient à ça, et dans la prochaine présentation, on va discuter de comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre.